La crise linguistique de Saint-Léonard, en 1968-1969, a bouleversé le Québec, opposant francophones et italo-québécois sur la question des écoles bilingues. Qui étaient Raymond Lemieux et Mario Baronne, ces figures méconnues d'un conflit qui a façonné notre identité linguistique? Félix Rose nous plonge dans cette page marquante de l'histoire québécoise avec son film documentaire La bataille de Saint-Léonard, diffusé à TVA le vendredi 10 janvier. Mais moi, je m'appelle Félix Rose, je suis cinéaste. Moi, j'ai fait mes études en cinéma puis en télévision. Je suis le fils de Paul Rose, qui était membre du Front de libération du Québec. J'ai fait un film sur ma famille qui s'appelle Les Roses, qui est un peu mon rapport par rapport à ma famille puis à la crise d'octobre, tu sais. Donc, un film qui a quand même assez bien marché en 2020. Puis moi, je suis un passionné d'histoire, donc je fais beaucoup de films d'archives. Tu sais, j'ai fait Le Dernier Felkis, une série qui est sur Illico Plus, Offenbach versus Corbeau, Québec Rock. Et tout récemment, je viens de sortir un nouveau film, La bataille de Saint-Léonard, qui est sur une crise linguistique importante, mais méconnue qu'il y a eu à la fin des années 60. Ouais, justement, j'allais te demander pourquoi avoir choisi ce sujet. Bon, là, tu y réponds quand même un petit peu de par ton parcours aussi, de le choix de faire justement, d'aller fouiller dans les archives et puis de faire un cinéma documentaire un peu plus engagé comme ça. J'imagine que tu es bien là-dedans. Oui, mais tu sais, je pense que moi, je viens d'une famille de militants, tu sais, puis moi, je me considère pas militant, mais je me suis toujours intéressé au militantisme. Puis souvent, j'ai réalisé que les militants, c'était pas ceux qui sont mis de l'avant au cinéma. Tu sais, au cinéma, ça va être des grandes personnalités publiques, des journalistes, des vedettes, des politiciens. Mais tu sais, admettons, les mouvements sociaux, des gens qui sont dans la rue, mais qui ont travaillé pour faire avancer une cause. J'ai l'impression qu'il y a moins de films là-dessus. Donc, c'est comme le créneau que j'espère creuser. Puis quand j'ai fait Les Roses, tu sais, sur ma famille, tu sais, mon père et mon oncle avaient participé à plein d'événements historiques, tu sais, qu'il y a eu au Québec. Et il était militant à Saint-Léonard. Puis moi, je chapitrais un peu le film. Puis quand je suis arrivé à Saint-Léonard, puis j'ai fait mes recherches sur l'événement, j'ai été un peu fasciné par cette histoire-là. Puis je me suis dit, c'est gros, une grosse crise, c'est très complexe. Puis ça mérite pas d'être juste un chapitre, ça mérite son propre film. Puis dans la recherche des rôles, justement, j'avais rencontré Raymond Lemieux, qui était un architecte, qui était le porte-parole des parents francophones à Saint-Léonard quand il y a eu un clash avec la communauté italienne par rapport à la langue d'enseignement. Et quand j'ai rencontré cet homme-là, tu sais, j'ai comme été ému, touché, étant en fin de vie. Je trouvais que c'est une histoire importante, intéressante, un combat qui avait mené, puis qui a amené à la loi 101 ultimement. Mais cet homme-là avait été complètement oublié des livres d'histoire. Tu sais, il est décédé quelques mois après mon entrevue, puis il n'y a pas un média qui en a parlé. Donc là, je trouvais que c'était important de raconter cette histoire-là parce que la loi 101, on en parle beaucoup. Elle fait l'actualité présentement, puis elle est toujours controversée, mais la majorité des gens ne savent pas d'où ça part. C'est quoi qui a amené à ça, puis c'était quoi le Québec avant la loi 101. Donc moi, je trouvais que c'était comme un chaînon manquant, puis c'est ça que je voulais apporter. Oui, puis dans ce documentaire-là, tu es vraiment allé chercher une partie qui est comme peut-être on a entendu moins parler, justement. Souvent, on entend un petit peu, il y a bon, la bataille un peu entre francophones, anglophones, puis là, on rajoute une communauté italienne dans l'histoire qui est quand même assez particulière. Je voulais te demander par rapport à la démarche au niveau des archives, puis après ça, je reviendrai un peu plus aux personnes que tu as pu interviewer. Euh, pour faire un travail de même, quand tu t'es plongé là-dedans, est-ce que tu as été surpris, toi, en allant chercher de l'information, de te retrouver là dans un pan de l'histoire, bon, que tu pouvais peut-être connaître de par le biais de ta famille, mais est-ce que tu as découvert aussi des choses? Oui, mais non, c'est comme je dis, moi, c'est la portée de l'événement. Tu sais, tu sais, les archives, c'est très long, hein, c'est compliqué au Québec, hein, l'accès, tu sais, des fois, tu trouves des bobines, il faut que tu les fasses numériser. Donc, ça a été une longue recherche, pas longtemps que ça s'est fait sur 7 ans. Mais quand j'ai découvert la puissance des archives, là, des gens, mettons, il y a une scène, c'est une occupation d'école parce que on tente de transformer une école anglophone en école francophone, non, une école francophone en école anglophone. Parce qu'il faut comprendre que, tu sais, la crise, ça part du fait que les Italiens avaient des écoles bilingues.
Puis le fait qu'il y avait des écoles bilingues, c'était leur demande. Les francophones qui allaient à l'école bilingue ont réalisé que leur enfant se faisait angliciser parce qu'ils revenaient à la maison. Puis l'école bilingue, c'était plus l'anglais que le français. Donc Raymond Lemieux, l'architecte, a décidé de faire un mouvement pour mettre fin aux écoles bilingues. Il y a eu une élection scolaire, ça a gagné. Mais là, la communauté italienne n'était pas contente parce que eux, pour eux, l'anglais était important pour une ascension sociale. Ils étaient plus pauvres que les Canadiens français. Quand ils arrivaient au Québec, ils voyaient bien qu'il fallait apprendre l'anglais. Donc, quand on leur a enlevé ça, c'était le français obligatoire. Là, c'est là que la bataille a pris. Puis là, les Italiens ont essayé plein de mesures. Une des mesures, c'était de transformer une école francophone en école anglophone. Ça impliquait qu'on envoyait les jeunes plus loin à Pointe-aux-Trembles, qui est beaucoup plus loin. Puis quand j'ai trouvé les archives de cet événement, l'occupation des Mérinos, c'était puissant, là, c'était beau. Ça avait été tourné, entre autres, par Arthur Lamotte, qui est un de nos grands documentaristes. Puis là, tu voyais ça, les jeunes dans l'école qui étaient dans les fenêtres, t'avais les parents qui leur donnaient la nourriture avec des seaux. Ça a duré 5 jours. Ça a fait le tour du Québec. Puis, tu sais, tu voyais, c'était l'éloquence des jeunes qui parlaient de leurs revendications. Le Québec, il était éloquent, c'était magnifique. Moi, c'est une de mes scènes préférées. Puis j'en ai d'autres, là. Tu sais, il y a une scène où j'ai retrouvé les archives de la fameuse bataille de Saint-Léonard où, après un an d'affrontement, il y a une émeute à Saint-Léonard où les Italiens et les francophones se battent dans les rues. C'est très violent, c'est spectaculaire. Tu vois des gens qui pitchent des briques des immeubles, ils se donnent des coups de bâton. Donc, j'ai retrouvé ces images-là. Puis tu dis, oh, tabarouette, ça l'a vraiment brassé au Québec là, pendant cette période-là. Hmm. Et là, par rapport à ton travail, la démarche que tu as eue pour faire le film, je sais que, bon, toi, comme tu viens de le dire, tu viens d'une famille quand même de militants, puis là, tu vas rencontrer la famille dont, bon, il y a Raymond Lemieux que tu as interviewé en 2017, j'ai vu dans le film aussi, qui fait partie du film, mais tu as la famille, puis il y a aussi la famille de Mario, excuse-moi, j'ai oublié le nom, euh, Baronnet. de Baronnet, et c'est ça, et comment, c'est quelle langue tu as utilisé pour raconter une tension du passé avec ces gens-là dont la famille faisait partie de cette tension-là. Moi, j'aime ça amener une humanité aux histoires, tu sais. Puis c'est important pour moi, tu sais, vu que je le voyais comme une suite thématique aux roses, je le voyais, je trouvais que c'était important de raconter ça à travers les familles, mais à travers deux familles antagonistes. Des principaux porte-parole, comme Mario le Baronnet, c'est lui qui a construit Saint-Léonard, là, en partie avec des duplex. Puis c'est un peu grâce à lui que la communauté italienne est devenue très, très nombreuse à Saint-Léonard. En moins de quelques années, il était 40% de la ville, donc c'était quelqu'un de très important et d'influent. Et c'est un gars qui était comme le numéro 2 à la mairie, là. C'est un conseiller municipal. Donc, et tu avais Raymond Lemieux, qui est un anglophone, qui est élevé en anglais, mais qui est devenu francophile, puis qui s'est battu pour le français au Québec. Et je me suis dit, je voulais savoir c'est quoi les répercussions sur les individus, mais sur leur famille, parce que Lemieux et Baronnet, ils ont choisi cette lutte-là, mais pas forcément leur famille. Et leurs familles se sont retrouvées catapultées là-dedans. Puis, tu sais, tu vois que les deux ont beaucoup souffert, là. Mario Baronnet, tu sais, ça a mis fin à son rêve politique. La famille a été très ébranlée. Il y a eu des attentats à la bombe à la maison, chez eux. Tandis que chez Lemieux, ça a juste brisé la famille. Tu sais, ça a fini que ils se sont séparés parce que Lemieux était plus à la maison. Tu sais, Lucie était attaquée, on lui a lancé une chaise. Tu sais, les deux familles étaient vraiment sous tension. Donc, je trouvais que c'est important de montrer cette dimension-là, puis incarner l'histoire, puis montrer les conséquences de l'histoire sur ces gens-là. Est-ce que tu as eu besoin de gagner la confiance des interlocuteurs, en fait, comme de raconter une partie du passé de leur famille? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile pour eux de s'ouvrir? C'est sûr que moi, tu sais, l'avantage que je prends mon temps, c'est que ça permet de créer des liens de confiance. Les deux familles, j'ai pu les rencontrer plusieurs fois, puis sur des années avant le tournage, qui fait qu'il y a une confiance qui s'est créée. Et quand j'arrive avec l'équipe de caméra, ils peuvent aller très loin dans la question vécue, tu sais, ils sont à l'aise de raconter parce qu'on se connaît. Donc ça, c'est sûr que ça aide. C'est sûr que c'était jamais les familles sur des terrains difficiles, là. Tu sais, c'était des trucs,
des traumatismes qu'ils ont vécu. Donc, moi, j'apprécie beaucoup la confiance qu'ils m'ont accordée et la générosité qu'ils ont eue parce que ils ont raconté les choses telles qu'ils avaient vécues. Puis je suis reconnaissant pour ça. Alors, je sais que là, on se parle, on est vendredi, là, le 10 janvier. Et si je me trompe pas, je sais qu'il y a une diffusion à TVA ce soir. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ce Oui. soir à 22h30, 35, puis ça va être en rattrapage sur TVA+. D'accord. Est-ce que là, tu as fait un format TV? Je sais que là, tu parlais justement de la richesse des archives. Ouais, Est-ce ouais. que tu aurais pu en raconter plus? Est-ce que tu as fait de la rétention d'informations? Ben, le film est sorti au cinéma. Il a même été présenté en Gaspésie. Tu sais, il est sorti au cinéma. Donc, la version télé, c'est une version écourtée d'une trentaine de minutes. Parce que forcément, la télé, c'est un autre rythme, puis il y a des pauses publicitaires, puis il faut que tu rentres dans une case horaire. Donc, c'est sûr qu'il y a des deuils à faire. Tu sais. La version longue est plus cinéma dans la mesure que le rythme, tu sais, on prend plus le temps d'établir les choses. Tandis que la version TVA, ça niaise pas, tu sais, ça y va au toast. Mais je veux dire, quand tu as fait ton documentaire, la version longue, est-ce que tu as dû faire du tri justement dans les archives et dans les Ah, c'est entrevues? sûr, tu sais, j'avais des milliers d'archives, donc il y a des deuils. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout raconter. Tu sais, je veux dire, ces histoires-là sont tellement chargées qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu racontes ou qu'est-ce que tu racontes pas. Donc, c'est sûr que oui, là, faire des films, tu jettes plus que tu gardes. Hmm. Est-ce que ça t'a, parce que j'ai compris que ce sujet-là t'amenait, et pardon, t'as été amené par le film que tu as fait précédemment sur ta famille. Est-ce que ce film-là t'ouvre aussi des portes quand tu parles comme ça avec les gens et que tu fouilles dans les archives, ça te donne encore des étincelles pour aller vers sur d'autres sujets? Ah, c'est sûr, tu sais, à force de rencontrer des gens qui ont vécu des choses, des fois, il y a des idées, tu sais, pendant les roses, j'avais rencontré Pierre Harel, qui est l'auteur, un des paroliers d'Offenbach, qui est le groupe de rock, puis, parce qu'il avait déjà fait un film sur mon père, là. Il avait aussi une carrière de cinéaste. Puis quand j'ai rencontré Pierre Harel, j'ai été fasciné par l'homme, puis et grâce à ça, j'ai découvert les groupes Offenbach et Corbeau. Et ça m'a amené à me faire une série télé sur Offenbach et Corbeau qui est passée à vrai puis qui va être diffusée à TVA cette année. Donc, c'est sûr que souvent, qu'un film t'amène ailleurs, tu sais. Donc, oui, oui, ça te fait découvrir d'autres choses. Quand on rentre dans ce volet-là, moi, en faisant quand même un petit peu de recherche, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu me nommais ça un petit peu au début quand même, la possibilité d'avoir accès justement à ce type de documentaire qui est comme un peu un devoir de mémoire justement par rapport à ce qui s'est passé au Québec il y a quelques années. Euh, c'est pas comme si c'était abondant. Pourquoi est-ce que justement il y a pas plus de monde qui travaille sur ces sujets-là? Alors, je comprends peut-être le côté militantisme, tout ça, on veut mettre sous la lumière certains sujets, mais selon toi, qu'est-ce qui ferait que c'est moins présent? C'est l'argent. Je te dirais que c'est beaucoup ça. Je pense pas que c'est un manque d'intérêt des cinéastes par rapport à notre histoire. C'est qu'il faut comprendre les archives. Ça coûte très, très cher. Puis ça prend du gros financement parce que les archives, même là, on parle le fonds public, Radio-Canada, l'ONF. Si tu veux les avoir à perpétuité, ça veut dire que le film va être accessible à perpétuité. C'est 100 dollars seconde. Donc, 100 dollars seconde, Hmm. c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est sûr que ça peut inciter à décourager des gens à faire des films historiques parce que c'est le type de documentaire dans les types de documentaires qui coûtent le plus cher. Donc, c'est sûr que moi, je pense que c'est une partie de l'explication. Ah, ok. Et donc, pour ceux qui voudraient, peut-être, je sais qu'il y a des gens qui vont voir ce reportage après la diffusion TVA. Tu disais qu'il était disponible après, mais la version longue documentaire qu'on a eu la chance de pouvoir voir ici en Gaspésie, est-ce que c'est des films qu'on peut avoir à un moment donné accès sur Oui, d'autres plateformes? oui, ben je sais qu'il va être sur Illico Plus. La version au cinéma, là, la version longue devrait être sur Illico Plus, je sais pas quand, mais il devrait la mettre dans les prochaines semaines. Puis j'avais une dernière question pour terminer justement sur le passé, puis le moment où tu as, par exemple, je vais prendre l'exemple de Raymond Lemieux parce il était vivant encore en 2017 quand tu l'as interviewé sur ce sujet-là. Et dans le film, il est très présent, on le voit justement actif. Euh,
Est-ce que tu pouvais voir justement une différence du personnage en parlant avec une certaine plus d'âge et plus d'expérience de sa vie et versus ce que tu fouillais dans les archives? Et est-ce que puis que tu arrivais à faire le lien justement dans le documentaire avec son entrevue? Comment ça s'est passé? Mais c'est sûr que l'homme que j'ai rencontré en 2017, c'est un homme affaibli, il est en fin de vie. Comme je dis, il avait été oublié de l'histoire. Donc, c'est sûr que je pense que tu sentais plus, c'était un homme qui était plus timide, un peu moins en confiance. Tandis que l'homme que j'ai découvert dans les archives, c'est un homme charismatique, éloquent, qui est courageux, qui est allé au front. Donc, tu vois que tu sens que l'impact de Saint-Léonard qu'il y a eu aussi, là, ça l'a en partie brisé. Tu sais, lui, il a eu tu sais, c'était un grand pacifique, puis le gouvernement l'a accusé de tentative de sédition. Ça, c'est vouloir renverser le gouvernement. C'est dans les pires crimes que tu peux commettre. Puis avec ça, c'est une absurdité, là. Je veux dire, ils voulaient pas renverser le gouvernement, loin de là. Mais avec ça, tu sais, il y avait de la misère à travailler, ils l'ont brisé financièrement, tu sais, je veux dire, tu sais, il l'a pas eu facile, tu sais, c'est comme dans les grands sacrifiés de Saint-Léonard. Puis je trouvais que c'était important de raconter son histoire, puis mettre la lumière sur cet homme-là, parce que toute la conscientisation qui a mené à la loi 101, c'est en grande partie grâce à lui, puis aux militants pour le français, lors des événements de Saint-Léonard. Hmm. En tout cas, merci beaucoup, Félix, pour ton temps. Mais merci beaucoup, le récit, c'est un plaisir. Mesdames et messieurs, Raymond Lemieux. Raymond Lemieux, il a fait une vraie révolution, là. Tant que je ne serai pas derrière les barreaux, je continue à me battre pour l'avenir du français au Québec. Ils avaient une école bilingue. C'était un projet pilote. La commission scolaire demande la fin des écoles bilingues. Monsieur Mario Barone. Dobbiamo essere uniti. Mon père a dit, non, il n'y a pas question. On va se battre. Il était devenu une personne importante au sein de la communauté italienne à Saint-Léonard. C'est certain que sa présence dérangeait. Le but, l'objectif de ce mouvement-là, ce serait l'école française pour tous. Si on n'a pas notre bilingue, on ne peut pas aller dans n'importe où. La langue de la business à Montréal, c'était l'anglais. Là, j'ai vu des gens tomber autour de moi comme si c'était sur un champ de bataille. Tu reçois des appels durant la nuit qui menacent tes enfants. Des bombes à la maison pendant que tu es dedans. Ils devaient être terrorisés. Mais mon père refusait de baisser les bras. Raymond Lemieux, il a fait prendre conscience d'un problème grave, puis qui a amené le PQ à passer la loi 101. Et on dit que la Révolution dévore toujours ses enfants, mais elle l'a dévoré. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.